Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter de comment reprendre son budget en main à la rentrée, puisque là c'est bientôt la rentrée au moment où je poste cette vidéo. Et c'est vrai que souvent les vacances c'est synonyme de pas mal de dépenses. On est dans une année où il y a eu beaucoup d'inflation, donc potentiellement on a dépensé plus que prévu. Et c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça, que ce soit janvier ou la rentrée, qui sont très motivantes pour reprendre un petit peu les choses en main, pour essayer de prendre de nouvelles habitudes. Et c'est vrai que moi j'aime bien faire ce genre de choses sans être trop stricte avec moi-même, mais juste me mettre des petites idées en tête de choses que je pourrais améliorer. Le premier point, si jamais c'est votre cas et que par exemple vous avez beaucoup dépensé pendant les vacances, c'est de ne pas culpabiliser sur ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien, et parfois trop remuer ce qui s'est passé, se dire qu'on a trop dépensé, culpabiliser, ça va nous amener à avoir envie de compenser ou à pas forcément avoir envie de faire des efforts. Donc vraiment, si vous avez bien profité, tant mieux, vous serez d'autant plus reboosté pour faire des efforts à partir de la rentrée. Et ce qui peut être bien maintenant, c'est éventuellement de mettre en place un plan pour les prochaines vacances, que ce soit cet hiver, que ce soit l'année prochaine, que ce soit dans 2 ans, parce que je sais très bien que dans les personnes qui regardent cette vidéo, il y aura forcément de tout type de profil. Il y a peut-être des gens qui sont pas partis en vacances depuis très longtemps, il y a des gens qui partent souvent en vacances, etc. Donc ça va concerner si par exemple vous avez trop dépensé pendant les vacances, mais ça peut être aussi si vous êtes resté à la maison et que vous avez trop dépensé en invitant beaucoup de monde à la maison, que vous avez fait beaucoup de sorties, etc. Donc ça va valoir pour tout ça. Ça peut être bien de mettre un plan pour les prochaines vacances, de définir de combien on a besoin en comptant le fait que les prix auront peut-être augmenté selon l'endroit où on va. Ça peut être aussi de réfléchir aux options qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut réserver en avance et économiser? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre en place comme l'échange de maisons? Ou voir s'il y a d'autres types de vacances qui pourraient peut-être être plus abordables. Si jusqu'ici on n'a pas forcément les moyens de partir en vacances, voir s'il y a des choses qui pourraient compenser ça, qui pourraient nous permettre de nous sentir en vacances. Il y a plein de petites choses comme ça. En fait, quand on a du temps, c'est là où on a le plus d'options. Parce que des petits gestes cumulés tous les mois, ça peut donner de grosses différences à la fin. Le deuxième conseil, ça va être de se fixer un objectif d'épargne avec une vraie raison pour cette épargne si on n'en a pas encore. Parce que c'est vrai que souvent on arrive à se fixer des objectifs d'épargne court terme. Par exemple, j'ai souvent des commentaires sous mes vidéos, notamment les défis petit budget, ce genre de choses, qui me disent que vous êtes prêt à faire cet effort pendant 2-3 mois pour vous payer un tatouage ou des vacances ou un beau cadeau ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est plus facile mentalement de se dire on va faire beaucoup d'efforts maintenant, on aura la récompense dans pas longtemps, plutôt que de mettre en place des petits efforts qui vraiment nous demanderont des efforts pendant longtemps, mais pas tant que ça non plus. Il s'agit pas de manger que des pâtes pendant 2 ans avant de se créer un apport immobilier par exemple, mais de se dire on va mettre des efforts en place. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apporterait? Qu'est-ce que ça pourrait améliorer dans notre famille? Est-ce que, je sais pas, on veut se constituer un apport pour un appartement? Est-ce qu'on voudrait changer la voiture dans quelques années? Est-ce qu'on voudrait investir dans des vélos électriques, dans des panneaux solaires? Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place avec de l'argent. Des fois, aujourd'hui, on peut se dire ça c'est impensable pour nous. Est-ce qu'il y a un moyen, en épargnant, en faisant quelque chose qui pourrait nous permettre d'atteindre cet objectif? Et vraiment avoir en tête ce que l'on veut, ça peut vraiment permettre de tenir tout en n'étant pas trop strict non plus. C'est quelque chose dont je parle souvent dans mes vidéos. En fait, on n'est pas obligé d'être dans le tout ou rien, se dire je mange que des pâtes pendant des mois parce que je suis frugaliste et que je veux atteindre mon objectif, ou se dire c'est trop compliqué, tant pis, je lâche du lest. Dans notre cas, en tout cas, ce que l'on applique avec mon compagnon, c'est qu'on a une approche globalement frugale, mais qu'on se fait des petits plaisirs qui permettent que ce soit durable sur le long terme et qu'on ne soit pas dans la frustration, justement. Parfois, je vais avoir des commentaires sur mes vidéos où je parle des efforts qu'on met en place, qui vont me reprocher d'aller au restaurant par exemple alors que j'ai des objectifs financiers qui sont très importants. Je vous l'ai dit, on est sur un défi de mettre 100 000 € de côté en 3 ans, donc c'est un défi important. Et forcément quand on va au resto, ça va nous prendre 35 € de cet objectif pour manger à 2, parce qu'on fait pas non plus des restos trop chers. Et il y en a qui me disent mais quand on est vraiment frugaliste, on va pas au restaurant. Mais moi j'ai pas envie de me priver totalement pendant 8 ans jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Et c'est justement pour ça, je pense que j'arrive globalement à cocher les cases et à avancer et à atteindre de nouveaux objectifs, parce que je ne suis pas dans la privation constante. Et donc je pense que c'est important de trouver un petit peu cet équilibre, de savoir pourquoi on épargne, en quoi c'est important pour nous, parce que évidemment épargner pour épargner ça n'a pas forcément d'intérêt, même si l'argent servira toujours. Et je sais qu'il y a des gens qui épargnent juste en se disant à un moment si j'en aurai besoin ça me servira.
mais c'est vrai que souvent c'est plus motivant d'avoir une idée derrière. Le troisième conseil, ça va vraiment être d'écrire son budget. Au moment de la rentrée, c'est vrai que on a l'image de quand on était petit, qu'on reprend les cahiers, qu'on va à l'école, etc. Je sais qu'il y en a parmi vous qui me suivent, qui sont étudiants, il y en a qui sont en reprise d'études, enfin il y a un peu ce truc où ça peut être bien d'écrire, de mettre, que ce soit même sur un ordi, de faire un tableau Excel, de faire sur un carnet, peu importe, mais vraiment d'écrire son budget, de recenser un petit peu pour combien on en a eu sur cette dernière année. Ça peut encore plus être intéressant par le fait que, comme je l'ai dit un petit peu avant, les prix ont augmenté, il y a des choses qui ont pu être réévaluées à la hausse. Donc ça peut être bien de tout écrire et vraiment tout écrire dans le sens penser à la taxe foncière, aux achats de vêtements, aux achats de plaisir, aux achats obligatoires, mais aussi par exemple à l'assurance habitation si on la paye une seule fois dans l'année. C'est vrai que souvent les gens, quand je parle avec mes proches de budget, souvent les gens comprennent pas forcément pourquoi ils s'en sortent pas et ils vont me détailler leurs charges fixes. Donc vraiment, je paye tant en loyer, ma voiture me coûte ça, je dépense ça pour ça, etc. Mais ils vont pas compter leur budget alimentaire global parce que on a l'impression que vu qu'il est fluctuant, il n'est pas si important que ça. Mais en fait, si on mange tous les mois pour 400 €, ça veut dire que c'est à peu près notre budget. Même si potentiellement on pourrait le faire pour 200, on pourrait le faire pour 150. Mais si on le fait à 400, ça veut dire que c'est notre budget. Ou en tout cas, il pourra changer si jamais on décide de le changer. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent on oublie les dépenses variables. On va se dire, bon voilà, si j'essaie d'économiser, j'ai pas besoin de vêtements. Mais potentiellement, à un moment, on aura besoin d'un vêtement pour un événement, pour quelque chose. Et ça, il faut le budgétiser. C'est pareil, souvent les gens ont tendance à oublier les choses qu'on paye une seule fois dans l'année, comme la taxe foncière, comme je le disais avant. Mais ça, c'est important d'y penser aussi, ça évite d'avoir une surprise. Souvent, on me dit que la fin d'année est difficile parce que c'est le moment où on paye la taxe foncière, il y a des choses à payer. Mais en fait, cette taxe foncière, on a à la payer toute l'année, c'est juste qu'on sort l'argent en fin d'année, mais on peut le budgétiser chaque mois pour qu'en fin d'année ce soit pas une dépense exceptionnelle. Juste on se dit, je sais pas, si on paye 480 € de taxe foncière à l'année, se dire que chaque mois il y a 40 € de notre budget qui est alloué à ça, et ça fera peut-être moins mal que de sortir 480 € d'un coup. Et évidemment on peut la mensualiser aussi. Je crois que c'est pas forcément faisable la première année, mais ça peut être bien tout ce que vous pouvez mensualiser s'il n'y a pas de frais en plus. Vraiment c'est intéressant de l'avoir comme ça parce que ça aide beaucoup à s'y retrouver dans son budget. Et si jamais il y a des choses que vous ne pouvez pas mensualiser, faites-le un petit peu vous-même dans votre budget en épargnant pour ça. La quatrième habitude que vous pourriez peut-être mettre en place, si jamais elle vous correspondait, ce serait de passer au système des enveloppes. C'est vrai que la carte bleue, pour beaucoup de monde, ça semble un peu comme de l'argent facile, ça semble un peu illimité, on ne sait pas exactement combien on a. Et dans ce cas, ça peut vraiment être bien de passer sur les enveloppes et par exemple se dire, donc je donne des chiffres au hasard, mais si on veut dépenser 75 € d'alimentation par semaine pour une famille de 2 ou 3 personnes, mettre 75 € dans son enveloppe, faire ses courses le samedi ou le jeudi, peu importe, et venir avec sa petite enveloppe et dépenser l'argent que l'on a. Et en fait, dès qu'il y en a plus, il y en a plus. Et dans ce cas-là, en fait, se dire vraiment, s'il y a plus d'argent, je prends pas dans l'enveloppe de la semaine prochaine, je vais prendre dans mes placards, dans mon congèle. Bon, évidemment, on se laisse pas mourir de faim si on n'a rien ou si vraiment on a besoin de quelque chose, évidemment. Mais globalement, essayer de s'y tenir. Et vraiment, le fait d'avoir cette limite qui est vraiment visuelle, on le voit dans le fond de son enveloppe ou de sa pochette, ce qu'on a à dépenser, ça fait qu'on n'a pas envie de piocher plus. Et souvent, il va rester un petit peu d'argent que l'on peut soit mettre de côté dans une tirelire, par exemple, pour un projet futur, ou que l'on peut mettre pour la semaine d'après. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'aime bien acheter en gros sur internet. Ça rentre pas forcément dans mon budget de la semaine. Alors moi, je ne fais pas le système des enveloppes, mais si jamais vous voulez intégrer, par exemple, le fait de commander en ligne, si les prix sont intéressants pour vous, vous pouvez très bien regrouper l'excédent que vous avez eu sur des enveloppes de plusieurs semaines pour à un moment passer cette grosse commande en ligne sans que ça déteigne sur votre enveloppe budgétaire de la semaine, ou alors vous dire je dépense 50 € en ligne pour faire un stock de riz, de légumineuses ou ce genre de choses, et je déduis ça de mes enveloppes hebdomadaires et on réduit un petit peu le montant des enveloppes de la semaine qui normalement devraient être un peu plus basses. Et si jamais par exemple ces 75 €, on se rend compte qu'ils ne suffisent pas du tout, on réévalue ce budget. Ça veut pas forcément dire qu'on dépense trop, ça peut juste vouloir dire que notre budget n'est pas adapté à notre réalité et à ce qu'on a réellement envie de consommer. On a tous des besoins différents, des fois il peut y avoir des allergies, on peut avoir des goûts particuliers, on peut avoir un type d'alimentation particulier qui va nous coûter plus ou moins cher. Donc faut pas se baser sur le budget des autres, sans parler du fait que selon là où l'on habite, ça va énormément varier aussi. Pareil, si on a une voiture, on aura peut-être plus facilement l'occasion d'aller dans des déstockeurs et faire des
des économies. Si on n'a pas de voiture, on fera des économies sur le fait de ne pas avoir de voiture, mais on accédera peut-être moins facilement à tout ce qui est déstockage. Donc on n'aura pas tous le même budget et c'est pas grave, en fait c'est vraiment personnel. Le cinquième point, c'est qu'on peut profiter de cette période un petit peu de renouveau qu'est la rentrée pour se fixer des objectifs de consommation. Ça marche aussi en janvier. C'est vrai que souvent ces périodes, elles motivent pas mal, mais par exemple on peut se dire, si notre portable a déjà 2 ans, qu'il marche très bien, on peut se dire qu'on peut essayer de le faire durer 3 ans de plus ou 4 ans de plus, et ça permet à la fois d'économiser de l'argent, ça permet de faire durer cette ressource, puisque le portable demande quand même pas mal de matériaux, etc. Je donne un exemple, mais ça peut être sur d'autres choses. On peut se fixer des objectifs sur les vêtements, par exemple se dire que on achètera 3 vêtements neufs maximum sur l'année. Je dis 3, ça peut être 7, enfin chacun fixe ses objectifs comme il le souhaite. Si actuellement vous achetez peut-être 50 vêtements par an, passer à 12, ce sera peut-être déjà un gros effort. Et se dire que le reste, on l'achète d'occasion par exemple. Et en faisant des objectifs comme ça, on les a en tête en fait. C'est pas au moment où on est devant qu'on va se dire je me fixe de nouveaux objectifs. On les a déjà en tête et on va un peu planifier notre temps, notre consommation et nos dépenses avec cette ligne de conduite en tête plutôt que de devoir résister à la tentation en allant faire les magasins, etc. ou en allant faire du lèche-vitrine. D'ailleurs, il faut pas faire du lèche-vitrine quand on n'a pas le budget pour ou quand on n'a pas envie de consommer parce que souvent ça peut amener à des craquages et à la frustration. Mais voilà, je trouve que ça peut être bien de se fixer des objectifs comme ça. Peut-être qu'on les tiendra pas, hein. Peut-être qu'on se fixe 3 vêtements et qu'on va en acheter 5, mais au moins on n'en aura peut-être pas acheté 45 parce que on se sera dit au 4e et au 5e, c'est vrai que j'ai un peu dépassé mon objectif. Et ça a tendance à nous limiter quand même un petit peu, tout en étant content de ce qu'on a pu s'offrir. Le 6e point, ce serait de réussir à trouver une routine qui marche pour nous en cuisine. Donc ça va être très personnel, mais le fait de réussir à s'organiser, ça peut souvent faire gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que parfois il vaut mieux perdre un petit peu de temps à vraiment réfléchir, trouver des solutions. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Peut-être que ce qui nous correspond pour un petit budget pour nous, ce sera pas du tout ce qui correspond à un petit budget pour quelqu'un d'autre. Mais si par exemple on se retrouve très souvent à commander, à emporter, on peut se dire que peut-être qu'on a un trop-plein et qu'on n'a pas envie de passer trop de temps à cuisiner, donc trouver des solutions pour moins cuisiner. On peut aussi réfléchir à des plats un peu plan B quand on n'a pas envie de cuisiner, qui nous évitent de prendre à emporter, sauf si le fait de prendre à emporter ça fait partie de notre budget, hein, bien sûr. Il y a pas de truc fixe sur ça, mais avoir des options un peu, des idées de repas qui sont faciles, qu'on a en stock. Nous on aime bien avoir des tortilles au tofu fumé, c'est des espèces de raviolis fourrés qu'on garde pas au frais. On en a plusieurs paquets dans notre placard et des fois quand on a la flemme, c'est sympa parce qu'on n'a pas envie de passer du temps à cuisiner avant de manger. Alors certes on pourrait faire un truc ultra simple, mais des fois t'as quand même envie de quelque chose qui a du goût, t'as envie que ce soit facile à manger, que ce soit tout réconfortant et tout. Et c'est bien d'avoir ce genre d'option en stock pour les jours où on n'a pas envie de cuisiner un risotto maison par exemple. Et également de trouver une répartition des tâches qui convienne à tout le monde. Puisque parfois, si je prends l'exemple du meal prep, c'est quelque chose qui peut faire gagner énormément de temps, énormément d'argent. C'est vrai que moi j'aime bien en faire de temps en temps, pas tout le temps, je me mets pas la pression à faire du meal prep tout le temps. Mais c'est vrai que souvent quand on fait un meal prep, ça va impliquer de devoir pas mal nettoyer pendant qu'on le fait, etc. Donc il n'y a pas que la partie cuisine, il y a aussi la partie nettoyage. Et si on est obligé de faire toutes ces tâches, parfois ça peut être démoralisant, donc ça peut être bien de définir avec la personne avec qui on vit, que ce soit en colocation, que ce soit notre conjoint, de dire voilà, si l'un cuisine, peut-être que l'autre peut nettoyer au fur et à mesure pour alléger la tâche en fait. Ou peut-être qu'on peut faire un meal prep en famille une fois par semaine qui va nous alléger sur plein de jours de la semaine où on va pouvoir vraiment juste se servir dans le frigo, et d'autres jours où on aura envie de faire des repas en plus, on pourra les faire mais avec moins de charge mentale. Trouver vraiment ce qui nous convient sur ça. Ça peut aussi être d'avoir quelques plats préparés en stock, ça peut aussi être de commander des box de repas toutes prêtes, ça peut aussi être de se faire livrer des repas tout prêts. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent s'intégrer dans ça du moment qu'on trouve la routine qui nous convient. Le 7e point, c'est de faire sa liste de courses avant de partir et de regarder ce que l'on a en stock. Vraiment, cette petite tâche, parfois on n'a pas envie, etc. Mais ouvrir son placard, regarder ce que l'on a, ouvrir son congèle, regarder ce que l'on a, ça nous fera très souvent beaucoup moins consommer. Ça nous permettra aussi de voir ce qui nous manque réellement et ça évitera les courses d'appoint dans la semaine, vous savez, quand on court, parce qu'il nous manque vraiment un truc super important. On a prévu de faire, je sais pas moi, un risotto au vin blanc, je reste sur l'exemple du risotto, et on n'a pas de vin blanc et on se dit allez, on va aller faire des courses et en acheter.
Et puis au final, pendant qu'on est là en train d'acheter notre petit vin blanc de cuisine, on se dit bon bah vu que je suis là, ce serait trop dommage de pas prendre d'autres trucs. Donc on prend d'autres petites choses dont on a un petit peu besoin. On se dit bah tiens là j'ai un petit peu faim. Parce que oui, en plus on est parti dans un supermarché le ventre vide, donc on achète une tablette de chocolat, on achète des petits trucs en plus. Et en plus vu qu'on sait qu'on n'a pas prévu de beaucoup dépenser aujourd'hui, on se dit c'est pas trop grave, ça se répercute pas comme sur le budget d'habitude en fait, puisque là on en aura pour 25 €, donc ça fait pas des courses trop élevées. Mais finalement c'est 25 € qu'auraient pu être évités si au moment de faire nos courses on avait anticipé le fait qu'on voulait une bouteille de vin blanc et que du coup on aurait acheté notre vin blanc de cuisine à 4 € et on n'aurait pas eu ces 25 € de dépensés en fait. Donc vraiment la liste de courses, s'y tenir et regarder ses stocks, c'est vraiment hyper utile pour faire des économies. Le 8e point, ce serait de se renseigner autour de chez nous pour voir s'il n'y a pas des idées de loisirs, d'activités qui peuvent coûter peu cher ou qui peuvent carrément être gratuites et que l'on pourrait intégrer dans notre routine. Si on n'a pas de budget, ça peut être pour se permettre d'avoir des loisirs. Si on a l'habitude de pas mal dépenser, ça peut être pour espacer un petit peu les loisirs payants et en intégrer des moins chers dans notre routine qui nous permettront de profiter tout autant, sans frustration, et d'avoir quand même les loisirs payants que l'on a à côté, que l'on aime bien, mais peut-être de pas les faire tout le temps. On peut remplacer des sorties resto par des pique-niques, on peut aller visiter des endroits de sa région. Parfois, on a déjà visité plein de pays à l'autre bout du monde et on connaît très peu les endroits de notre propre région, alors que où que l'on habite, il y a forcément des choses sympas à faire. Peut-être qu'on est limité si par exemple on n'a pas de voiture, mais on peut peut-être trouver des idées d'activités qu'on peut aller faire en covoiturage, que l'on peut faire avec des amis qui ont une voiture, auxquelles on peut accéder en transport en commun ou en marchant. Enfin voilà, ça peut être des pistes sur lesquelles on peut partir. Et on n'est pas obligé de se cantonner aux loisirs absolument gratuits parce que parfois on n'en trouve pas qui peuvent nous correspondre ou qui peuvent nous correspondre pour combler tout le mois par exemple. Mais les loisirs peu chers, ça fait l'affaire aussi. Parfois il y a des visites très économiques, il peut y avoir des jours aussi où certains musées sont gratuits et peut-être qu'on peut compenser le fait que la sortie était gratuite par le fait d'aller boire un verre en famille et ça fait qu'on dépense un petit peu mais on a l'impression d'avoir super bien profité sur toute la journée parce que c'est le cas. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut essayer d'intégrer pour profiter de la vie sans forcément dépenser tout le temps, parce que c'est pas forcément parce qu'on dépense qu'on profite beaucoup et c'est pas parce qu'on dépense peu qu'on ne profite pas. Le 9e point, ça va concerner notre consommation d'énergie et le risque de régulation en notre défaveur qu'on pourrait avoir par rapport au fait que vraiment actuellement ça augmente, les prix augmentent, ils ont augmenté récemment, ils vont augmenter prochainement et ça se ressent sur le budget, surtout que c'est des augmentations qui se cumulent, donc vraiment ça fait pas du bien au budget. Donc potentiellement on peut appeler son fournisseur d'énergie pour augmenter sa mensualité, pour prévoir un petit peu le coût et ne pas se retrouver avec une grosse régulation. Parce que parfois, si on a l'habitude d'épargner un petit peu chaque mois, ça peut vraiment être démoralisant de se retrouver avec une grosse somme à verser et de devoir donner toute l'épargne qu'on pensait avoir réussi à épargner pour nos projets et de devoir la redonner, ça peut vraiment démoraliser. Donc il vaut mieux l'anticiper et éventuellement ce qu'on peut faire aussi, on peut demander à augmenter sa mensualité et à côté de ça, mettre en place des choses pour agir sur sa consommation d'énergie. Là, on va bientôt arriver au moment où on rallume, on n'y est pas encore là. Là, au moment où je filme, il fait vraiment chaud. Là, fin août, dans le sud, vraiment, il fait chaud. Mais bientôt, dans pas si longtemps que ça, peut-être dans un mois, selon la région où vous habitez, dans 2 mois, il y aura la problématique des températures qui, pour le coup, diminuent et qui vont faire que vous aurez envie d'allumer votre chauffage. Peut-être essayer de réfléchir à allumer le chauffage le plus tard possible ou essayer de mettre en place des astuces pour moins allumer le chauffage. J'ai plusieurs vidéos sur le sujet, je vous les mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Nous, on ne chauffe pas du tout chez nous grâce à diverses choses qui font que c'est plus facile quand on habite à Marseille que quand on habite, j'en sais rien, en Alsace. Enfin, je sais pas exactement, mais j'imagine. Mais pour autant, il y a plein d'astuces qu'on met parce qu'il fait froid quand même en hiver. La plupart des Marseillais allument le chauffage quand même. Donc on met en place des astuces pour ne pas allumer notre chauffage. Et ça va être des astuces pour se réchauffer, pour nous réchauffer nous-mêmes, pour réchauffer notre logement autrement qu'en allumant le chauffage, pour diminuer les pertes de chaleur aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir les vidéos. Et il y a plein d'autres points sur lesquels on peut agir sur sa consommation. On peut réfléchir par rapport à l'éclairage, on peut voir ce qu'on peut changer, s'il y a des choses qu'on peut moins allumer, si on peut ne pas laisser les choses en veille pendant qu'on n'est pas là, essayer de travailler sur sa consommation d'énergie pour limiter les risques de régulation, voire peut-être viser un remboursement
bah ça peut aussi être un objectif qui nous permettra d'avoir une petite somme en plus. Le 10e point, ce serait d'ouvrir des livrets d'épargne, notamment pour séparer vos épargnes. C'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Par exemple, mon épargne de sécurité, elle est sur mon livret développement durable, et après je vais épargner sur mes autres différents livrets. Ça peut être à la fois déjà parce que c'est bien de ne pas garder l'argent sur son compte courant, si c'est ce que vous faites actuellement. Ça peut être quand même plus sympa de distinguer l'argent qu'on ne dépense pas de l'argent qu'on peut dépenser, et on a aussi souvent plus tendance à dépenser quand on a beaucoup d'argent sur son compte courant. Ça peut être bien, ça j'en parle très souvent, mais de se virer son épargne en début de mois, quitte à repiocher plus tard, mais souvent l'idée de repiocher fait qu'on a tendance à mieux tenir notre budget pendant le mois, et si jamais on repioche, c'est pas grave. Mais il y a aussi le fait que c'est motivant de voir son épargne passer des paliers. Peu importe le niveau d'épargne que l'on a, si on essaye d'épargner 20 € par mois, au bout de 5 mois, voir passer la barre des 100 €, ça peut être motivant. Il y a le fait aussi qu'il y a des intérêts sur les livrets d'épargne, ils sont pas énormes, c'est pas grave, c'est quand même motivant. Si par exemple vous avez 500 € sur votre livret A, au bout d'un an ça vous fait une quinzaine d'euros il me semble, peut-être que c'est pas énorme, mais si vous épargnez 20 € par mois, ça fait quand même 15 € de plus qui viennent se cumuler à l'épargne que vous aurez mis en décembre par exemple. Ça peut vraiment être motivant de voir l'argent monter et que les intérêts ne soient pas en notre défaveur dès qu'on paye des crédits, dès qu'on paye son découvert, etc. Ça peut être motivant, je trouve. Il y a aussi, évidemment, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'important, le livret d'épargne populaire. Si vous y êtes éligible, on peut mettre jusqu'à 10 000 € dessus, il y a 6% d'intérêt, donc ça peut faire 600 € par an d'intérêt. Ça veut dire que vous arrivez à la fin de l'année, si vous avez 10 000 € dessus depuis le début de l'année, ça vous fait 600 € en plus. Par exemple, mon épargne de précaution qui est sur mon livret développement durable à 3%, j'ai 12 000 € dessus. C'est mon épargne par rapport au fait que je suis entrepreneuse, que je peux très bien ne pas avoir de revenus, etc. Au bout d'un an, elle va quand même générer 360 € d'intérêt. Donc c'est vraiment bien, ça va se cumuler dessus, et après les intérêts de l'année prochaine, ils seront sur cette somme. Donc ça fait toujours un petit peu plus. Bien sûr, c'est pas énormissime, c'est pas avec ça que je vais vivre, c'est pas sur ces 300 € que je vais pouvoir entretenir tout mon train de vie et vivre avec un peu moins de 30 € par mois. Mais en tout cas, c'est toujours ça en plus, et c'est vraiment très motivant. J'ai eu un commentaire sur une vidéo récente que je trouvais vraiment génial, puisque la personne me disait qu'elle avait pris un prêt immobilier, qu'elle arrivait à rembourser son prêt avec son budget, ce qui est déjà une bonne étape. Souvent on se félicite pas assez des choses qui nous paraissent normales, mais c'est super de réussir à rembourser ses dettes, c'est super de réussir à finir le mois avec un petit peu moins de découvert que le mois dernier par exemple. Même si on est toujours à découvert, c'est bien d'être un petit peu mieux que le mois dernier. Et elle me disait qu'elle était contente parce qu'avec le budget, le crédit immobilier qui prenait quand même de la place, etc., elle arrivait à mettre de côté 10 € par mois. Ce qui veut dire que chaque mois, on a un petit peu plus que le mois précédent, et ça c'est toujours motivant. On n'est pas obligé d'être motivé que par les grosses sommes, les gros objectifs. Faut pas se comparer aux autres, ça j'en parle souvent, mais vraiment, il faut pas. Et se réjouir des petites choses qui arrivent, moi je trouve que ça pousse à avoir envie d'en faire arriver encore plus, et on peut avoir un effet boule de neige très positif avec ça en partant de pas grand chose. En fait parfois ça peut être démoralisant de se dire non mais là je vais mettre de l'argent de côté, pourquoi? Pour à la fin avoir une pas si grosse somme que ça. Mais finalement, si aujourd'hui cette somme, on l'avait déjà mise de côté sur les précédentes années, peut-être que ça représenterait quelques centaines d'euros qu'on aurait de côté et qu'on serait content d'avoir en termes de sécurité. Et c'est peut-être ce qui peut nous arriver pour dans quelques années, avoir même quelques centaines d'euros qui nous évitent de faire un prêt à la consommation dès qu'on a un problème, qui nous permettent de dormir plus sereinement parce qu'on sait que on n'est pas en difficulté si on a le moindre truc qui lâche chez nous. C'est souvent le fait d'être à flux tendu et d'être vraiment à zéro, avec le fait qu'on arrive à peu près à tenir notre budget, mais que la moindre difficulté peut nous faire peut faire un peu vaciller tout ça, qui va amener énormément d'angoisse. Donc le but c'est pas de devenir millionnaire à 30 ans, machin, je sais pas quoi, c'est surtout de réussir à s'en sortir un petit peu plus chaque mois. Et c'est tout pour mes petits conseils pour aborder cette rentrée. Bien sûr, ils sont valables pour n'importe quel moment dans l'année, mais en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne rentrée si vous êtes étudiant, si vous êtes en reprise d'études, si vous avez des enfants, parce que quand on a des enfants, je pense que la rentrée, ça affecte vachement plus que quand on n'en a pas. J'ai beau être indépendante, j'ai toujours ce petit boost de motivation à la rentrée. J'adore l'automne, j'adore l'arrivée de l'automne aussi, donc ça me donne trop envie de me remettre dans mes petites routines, de reprendre les choses en main. L'été, j'aime bien prendre un peu de temps pour moi. Vous l'avez vu dans mon vlog,
vlog que j'ai sorti la semaine dernière vraiment. L'été c'est un moment beaucoup plus calme pour moi et c'est vrai que l'automne je me remets dans les choses. Et en tout cas je vous souhaite vraiment une bonne rentrée, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos bonnes résolutions de rentrée si vous en avez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça soutient énormément ma chaîne. Et si vous ne voulez pas manquer mes prochains contenus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo environ tous les 5 jours, que ça parle de budget, de lifestyle, de recettes économiques, de gestes écologiques. Enfin voilà, je parle de plein de choses sur cette chaîne. On peut aussi se retrouver sur Instagram où je partage des choses quotidiennement en story, c'est Mûri Noisette également. Et j'ai aussi sorti un podcast sur lequel j'ai déjà 3 épisodes au moment où je filme ça. Mon dernier parle de mes revenus avec l'influence, comment j'en suis arrivée à vivre de ma chaîne YouTube, etc. Donc si jamais c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir ça. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!